Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et aujourd'hui, Claude poursuit le récit de son époque, amorcé dans le balado 158 Rêvons un brin, où il s'était arrêté à l'an 2000. Depuis lors, 25 ans ont passé accompagnés de profonds bouleversements dans nos vies, comme va nous le conter Claude. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je poursuis donc mon monologue amorcé dans le balado 158 avec deux idées en tête. D'une part, plusieurs d'entre vous m'avaient dit qu'ils aiment m'entendre en fin de soirée, car ma voix les aide à se détendre et même parfois à trouver le sommeil. Non pas que vous soyez endormant, M. Lafleur, se sont empressés de préciser plus d'un. Non, bien au contraire. Voilà qui me fait bien rigoler, rassurez-vous. Je ne me sens nullement insulté, bien au contraire. En outre, je désire vous parler de l'époque formidable dans laquelle nous vivons. Et oui, une époque vraiment formidable malgré les temps horribles que nous traversons en ce moment. C'est vrai, hein? L'année 2025 est une bien triste période. Elle me fait beaucoup penser aux années 1966, 1967 et surtout à l'année 1968. En même temps, lorsqu'on prend un peu de recul par rapport à l'actualité brûlante, on réalise qu'on vit à une époque remarquable. À preuve, arrêtons-nous un instant pour nous projeter en l'an 2000, c'est-à-dire au moment où j'ai terminé le récit de mon époque dans le balado 158. En l'an 2000, les ordinateurs personnels existaient et nombre d'entre nous en possédions. Mais il s'agissait d'ordinateurs de bureau et non pas de portables aux dimensions d'une bande dessinée ou encore moins de tablettes numériques de la taille de petits livres. En fait, de telles merveilles technologiques étaient tout simplement inimaginables en l'an 2000. De même, Internet existait, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'Internet d'aujourd'hui. Imaginez, hein, nombre d'internautes se présentaient sur leur page web personnelle. Plusieurs affichaient des listes de leurs musiques favorites, de leurs films favoris, de leurs passe-temps favoris. On pouvait même mettre quelques photos, mais pas de vidéos. D'autres tenaient des blogs dans lesquels ils partageaient leur passion. Ça vous dit quelque chose, hein? Des pages personnelles, web, des blogs? De même, en l'an 2000, les téléphones cellulaires n'existaient pas. Certains avaient des téléphones portables qui se pliaient en deux, ça s'appelait des flips. Et, chose impensable de nos jours, ces téléphones servaient à téléphoner, rien de plus. Ça vous dit quelque chose, téléphoner à quelqu'un et converser au téléphone? Notons aussi qu'il y a 25 ans, Facebook n'existait pas, Google n'existait pas, YouTube n'existait pas, Messenger, Slack et compagnie n'existaient pas, Twitter n'existait pas, Instagram n'existait pas, Tinder n'existait pas, TikTok n'existait pas, et quantité d'autres applications n'existaient pas non plus, comme Zoom ou Teams, et tant d'autres dont on prend maintenant pour acquises. Bref, notre vie était très différente de celle d'aujourd'hui. En fait, hein, si on devait d'un coup retourner 25 ans en arrière, on serait renversé par tout ce qu'on ne possédait pas à l'époque. Et pourtant, hein, c'était il y a à peine 25 ans. Première partie, les chances que la vie nous offre. Mais avant de remonter le temps, de l'an 2000 jusqu'à nos jours, permettez-moi de relater quelques anecdotes qui me sont arrivées tout au long de ma vie. J'aimerais vous partager brièvement quelques coups de chance qui me sont arrivés. Non pas pour me vanter d'avoir vécu ceci ou cela, non, surtout pas. En fait, ce que j'aimerais faire ressortir en vous racontant quelques coups de chance qui me sont arrivés, c'est le fait que tous et chacun d'entre nous vivons des coups de chance plus ou moins semblables aux miens, mais que ces occasions uniques, ces moments extraordinaires, hélas, souvent, on ne s'en rend pas compte sur le moment. En fait, j'ai l'impression, ou plutôt le souvenir, que surtout lorsqu'on est jeune, on prend pour acquis des situations qui nous semblent tout à fait normales, mais que c'est seulement avec le recul du temps qu'on réalise les chances inouïes qu'on a eues, les privilèges qu'on a vécus. Je vous raconterai donc quelques coups de chance, des moments formidables qui me sont arrivés,
Et je passais sous silence les moins bons épisodes de ma vie, car, comme tout le monde, j'ai eu mon lot. J'espère qu'en relatant ces anecdotes, je vous ferai sourire, mais surtout que je vous amènerai à vous rappeler que vous aussi, vous avez sans doute vécu quantité de coups de chance semblables sans vous être rendu compte sur le moment et peut-être même les avez-vous oubliés. Après l'écoute de ce balado, sinon même durant cette écoute, je souhaite que vous vous rappeliez de vos souvenirs heureux, comme la préparation de ce balado m'a donné l'occasion de le faire. Ainsi donc, lorsque je dis qu'on vit parfois des moments privilégiés sans s'en rendre compte, des situations qu'on trouve normales sur le coup, surtout lorsqu'on est jeune, je pense à mes étés passés à la campagne. Comme je le racontais dans le balado 158, mon père était enseignant et ma mère demeurait à la maison pour s'occuper de mes 3 frères et moi. Nous habitions Montréal. Mais mes parents avaient conservé la petite maison de campagne qu'ils s'étaient procurée à l'occasion de leur mariage. Cette maison se trouvait dans un petit village en périphérie d'Ottawa, un village ordinaire comme il en existe des milliers d'autres, et qui s'appelle Clarence. Il résidait probablement à l'époque moins d'1 millier de personnes. Vous voyez le genre. Or, nous avions la chance d'y passer 2 mois tous les étés. C'est dire que jusqu'à l'âge de 10 ans, je passais l'année dans une grande ville, bénéficiant de tous les avantages qu'un tel milieu de vie procure, et passais mes étés à la campagne. Le meilleur des 2 mondes, quoi. Surtout pour un enfant. L'été, je courais dans les champs, je m'amusais dans les bois, je me baignais dans un lac, je m'amusais ferme avec mes amis et mes cousins, etc. J'évoluais dans un environnement parfaitement sécuritaire et menais une existence insouciante. Mais, pour moi, c'était tout à fait naturel, rien de plus normal, quoi. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pris conscience de la chance extraordinaire que je vivais alors. Mais, à partir de l'âge de 11 ans, les choses ont abruptement changé. Pour des raisons familiales, nous avons cessé de passer nos étés à la campagne. Nous sommes demeurés en ville, à Montréal. Mais j'ai alors eu la chance, à partir de ce moment-là, de passer une bonne partie de mes étés à Terre des Hommes. Comme je le relate dans le balado 158, en 1967 s'est tenue à Montréal l'exposition universelle intitulée Terre des Hommes. Cette exposition a rassemblé des pavillons d'une centaine de pays, d'exposants et de thématiques telles que l'homme et la mer, les télécommunications du futur, etc. Cette exposition, qu'on a surnommée l'Expo 67, se tenait sur 2 magnifiques îles construites au beau milieu du majestueux fleuve Saint-Laurent. Un site véritablement enchanteur. Aller à l'Expo 67, c'était comme se plonger dans une ville du futur. C'était comme se retrouver soudainement en l'an 2000. C'était vraiment l'impression qu'on avait lorsqu'on allait à l'Expo 67. Puis, les années suivantes, le site de l'Expo 67 a continué d'accueillir quantité de pays venus faire valoir leurs attraits et leurs trésors nationaux. Il y avait aussi un certain nombre de pavillons thématiques, de véritables musées qui se renouvelaient d'un été à l'autre. Quelle chance on avait! Quelle chance j'ai eue! J'ai ainsi eu le privilège d'y voir d'un été à l'autre les merveilles du monde entier. Toujours sous les apparences d'une ville du futur, c'était le plus formidable parc d'émerveillement dont je pouvais rêver. J'y ai en effet été exposé à une multitude de merveilles, par exemple de véritables momies égyptiennes ou incas, des vaisseaux spatiaux, des animaux exotiques, des trésors archéologiques, des trésors nationaux et une foule d'autres merveilles venues des différents pays. Pour moi, rien de plus normal. Je ne réalisais alors pas le privilège que la vie m'offrait. C'était normal. Or, ce privilège a abruptement pris fin en 1975 avec la fermeture de ce site enchanteur. Heureusement que je n'étais pas au bout de mes coups de chance. En 1976, alors que j'avais 18 ans, j'ai réalisé mon premier voyage en solo. Je suis parti de Montréal en autobus pour me rendre jusqu'en Floride à Cap Canaveral. 36 heures de bus ininterrompues. Ce fut un voyage merveilleux, rempli de tant de surprises.
Quelques anecdotes parmi tant d'autres. Sur le chemin du retour, je m'arrête à Washington, D.C., ma première visite dans la capitale américaine. Une ville merveilleuse avec laquelle je suis littéralement tombé en amour. Entre autres, Washington recèle quelques-uns des plus impressionnants musées au monde. Musées d'histoire naturelle, d'histoire américaine, des musées d'art, d'aérospatial, etc. Tous rassemblés autour d'un majestueux site qu'on appelle le Mall. On peut ainsi passer une journée ou deux à visiter chacun de ces musées, tant il y a de choses merveilleuses et surprenantes à découvrir. Et leur accès est gratuit. D'un coup, je me retrouvais comme plongé à terre des hommes. Quelle chance normale j'avais. Puis, me promenant dans Washington, je décide d'aller jeter un coup d'œil à la Maison-Blanche, histoire de voir cette résidence emblématique. Or, m'approchant des lieux, sans le savoir, je me donne à passer devant l'entrée des visiteurs. Un garde m'interpelle. « Vous voulez visiter? C'est par ici. »« Quoi? Ça se visite? » dis-je étonné. Et me voilà à l'intérieur, à peu près celle dans la demeure présidentielle. Quoi de plus normal? La seule chose que j'ai constatée d'anormal, c'était que je prenais mon temps pour visiter chacune des pièces accessibles sous le regard intrigué des surveillants. En fait, ce que je découvrirai plus tard, lors de d'autres visites de la Maison-Blanche, c'est que la plupart des gens visitent au pas de course les lieux, au lieu d'apprécier la chance qu'ils ont. En outre, ce que je ne savais pas alors, c'est que jamais plus il me sera possible d'accéder aussi facilement à la Maison-Blanche. En fait, j'y suis retourné quelques fois dans les années 1980-90, mais d'une fois à l'autre, ça devenait de plus en plus compliqué. D'ailleurs, à la suite des attentats du 11 septembre, il n'est plus possible pour des non-Américains de visiter la Maison-Blanche. Et même pour les Américains, ça devient de plus en plus difficile si c'est encore possible. Un autre coup de chance dont j'ai bénéficié, sans m'en rendre compte sur le moment, lors de ma première visite à Washington, ça a été de m'être promené à ma guise dans le Pentagone. Et oui! Encore là, j'avais décidé de simplement aller jeter un coup d'œil aux quartiers généraux des Forces armées américaines, un édifice impressionnant. Or, rendu sur place, j'entre tout simplement dans le Pentagone, aucun gardien ne surveillant. Puis, je déambule dans les corridors aux murs tapissés de photos de généraux. À vrai dire, il n'y avait pas grand-chose à voir, que des bureaux. Mais de penser que j'ai pu me balader une bonne heure sans aucune surveillance dans le Pentagone, incroyable et pourtant vrai. Inutile de dire qu'aujourd'hui, une telle visite est absolument inimaginable. Encore là, je vivais quelque chose que je trouvais tout à fait normal sans réaliser le privilège inouï que je vivais. Par contre, tout n'a pas été que coup de chance lors de ce premier séjour à Washington. Je m'y trouvais à la fin du mois de juin 1976, soit une semaine avant l'inauguration du gigantesque musée consacré à l'aéronautique et à l'espace, le fabuleux National Air and Space Museum. On pouvait alors entrer dans le portail et voir à distance la capsule de John Glenn, la capsule de Gemini 4 avec le scaphandre de sortie de Ed White, la capsule Apollo 11, une roche lunaire et, beaucoup plus loin, quantité de véritables vaisseaux spatiaux. Mais on ne pouvait aller plus loin car le musée n'avait pas encore été inauguré par le président Ford. J'ai bien tenté de plaider ma cause auprès du gardien de sécurité, plaidant que je venais de loin, du Canada, et que j'étais à Washington que pour une journée. Mais rien n'y fit. Pas moyen de franchir le cordon de sécurité. « Revenez dans une semaine », tranche-t-il. Quelle frustration! Heureusement, j'y suis retourné 2 ans plus tard et plusieurs fois par la suite. Quel musée fantastique! Et puis, en 1977, j'ai séjourné 6 semaines à l'Université du Manitoba, à Winnipeg, afin d'y parfaire mon anglais. Ce fut un endroit merveilleux pour observer le ciel. L'université se trouvant à l'extérieur de la ville, l'éclairage de nuit était minimal, de sorte qu'on bénéficiait de ciel très sombre. Mais, surtout, la chance que j'ai eue, et que je ne réalisais pas à l'époque, ça a été de voir quantité d'aurores boréales. Quel spectacle impressionnant de voir ces tentures flotter dans le firmament.
Mais ce que je ne réalisais pas sur le coup, c'est que c'était là un privilège que jamais plus je ne retrouverais. En effet, je n'ai jamais plus vu d'aurore boréale. Voilà quelques coups de chance que j'ai eus alors que j'étais encore jeune. Heureusement, tout au long de ma vie, j'ai eu par-ci par-là quantité d'autres coups de chance, dont le privilège d'assister à 2 lancements de navettes spatiales en tant que journaliste. Mais je m'arrête là. Ce que je désire que vous reteniez de tout ceci, c'est que tous et chacun avons tout au long de notre vie des coups de chance semblables, dont on ne se rend cependant par contre sur le moment. Des coups de chance uniques, qu'on trouve pourtant normales. Ça vous est sûrement arrivé une multitude de fois et ça vous arrivera encore et encore. Mais pensons-y la prochaine fois. Et réalisons qu'au moment où un coup de chance se produit, qu'on est véritablement chanceux. Bon, je m'arrête ici pour reprendre le récit de mon époque. Deuxième partie, les années 2000, l'âge d'or d'Internet. Retournons donc 25 ans en arrière, en l'an 2000. Mais rappelons d'abord que dans les années 1960-1970, on rêvait énormément de l'an 2000. On pensait alors qu'en l'an 2000, tous nos problèmes seraient résolus. Et oui, tout à fait. En particulier, on pensait qu'on aurait vaincu le cancer, qu'on aurait trouvé le remède à quantité de maladies et de maux de société, et qu'au quotidien, on côtoierait des robots qui effectueraient pour nous les tâches répétitives ou qui demandent de gros efforts physiques. On pensait aussi qu'on voyagerait dans l'espace, et quoi d'autre encore? Ah oui, nos autos allaient voler. Mais étrangement, il y avait aussi en parallèle la peur de l'an 2000, c'est-à-dire la croyance très répandue, particulièrement à partir des années 1980, que la fin du monde allait survenir entre-temps. Ce pourrait être une fin du monde pour des motifs religieux, on parlait des fois du retour du Christ ou même de l'Antéchrist, ou une fin du monde écologique ou à la suite d'une 3e guerre mondiale ou pour quelque autre raison que ce soit. Nostradamus et une pléthore de prophètes de malheur annonçaient la fin des temps. De surcroît, fin des années 1990, une nouvelle crainte s'est imposée à nous, le bug de l'an 2000. Certains experts nous ont en effet annoncé que l'horloge interne de nos ordinateurs et systèmes informatiques du monde entier allait probablement flancher au moment du passage à l'an 2000, c'est-à-dire au soir du 31 décembre 1999 à minuit et 1 seconde. Ainsi, nos réseaux électriques et de transport allaient soudainement cesser de fonctionner. Les ascenseurs allaient se bloquer. Une variété incroyable d'appareils électriques et électroniques allait tomber en panne. Imaginez une vie sans faux micro-ondes ni sans ordinateur. Oui! Pour ma part, je ne crois jamais à toute prédiction de fin du monde, quelle qu'elle soit. Je n'ai ainsi jamais cru à la fin du monde pour l'an 2000, ni au bug de l'an 2000. D'ailleurs, tout au long de l'année 1999, je disais à qui voulait m'entendre qu'on pouvait déjà prédire les gros titres des journaux du 2 janvier de l'an 2000, c'est-à-dire rien de notable n'est survenu. Et c'est ce qui fut le cas. En fait, ce qui est arrivé au début des années 2000, ça a plutôt été l'éclatement d'une bulle technologique. Rappelons qu'à partir du milieu des années 90, l'Internet s'est imposé dans nos vies. Ça a été une véritable révolution, un peu comme celle à laquelle nous assistons présentement avec la venue de l'intelligence artificielle. Or, l'Internet a suscité un engouement considérable, donnant naissance à une foule d'entreprises et d'applications de toute nature. Par conséquent, les investisseurs et surtout les spéculateurs se sont mis à imaginer qu'ils feraient rapidement fortune. En conséquence, les marchés boursiers se sont enflammés, surtout ceux dédiés aux technologies. C'est ainsi que, fin des années 1990, s'est créée une bulle boursière, bulle qui, comme toute bulle, a fini par éclater au début des années 2000. Remarquez qu'on assiste à quelque chose d'assez semblable en ce moment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On assiste à la création d'une bulle financière, mais on ignore quand celle-ci va éclater. Néanmoins, l'Internet a non seulement survécu à l'éclatement de la bulle techno,
mais a connu un essor foudroyant comme on s'y attendait. Par contre, pour leur part, les investisseurs et surtout les spéculateurs ont perdu des milliards de dollars. Tant pis pour eux. On pourrait dire que, dans l'ensemble, les années 2000 ont été pour bon nombre d'entre nous la décennie de l'Internet, alors que la décennie suivante sera celle des réseaux sociaux, si on veut résumer en quelques mots les 20 premières années du 21e siècle. Durant les années 2000, on s'est mis à utiliser l'Internet comme source d'information et de partage. Sont ainsi apparus des sites comme eBay, créé en 1995 et qui permettait à quiconque de vendre et d'acheter n'importe quoi. C'était le site où on trouvait des produits rares ou dont on pouvait rêver. C'était aussi la belle époque où les arnaqueurs n'avaient pas envahi les sites de revente. Parmi les merveilles que nous procurait Internet, il y avait aussi la possibilité d'acheter n'importe quelle chanson ou morceau de musique grâce à iTunes, créé en 2001. Ce qui nous a permis de retrouver toutes les chansons qui ont bercé notre jeunesse. Oh, merveille! Il y avait aussi la possibilité de partager notre musique via la plateforme Napster créée en 1999. Napster devait servir, en théorie, à partager la musique entre usagers. Mais elle est vite devenue une plateforme de piratage à échelle planétaire au détriment des artistes et des créateurs. Pour cette raison, Napster a été contrainte de fermer ses portes suite à des poursuites exercées, à juste titre, par l'industrie musicale. Sont également apparues des applications comme le navigateur Netscape, qui a grandement facilité notre navigation sur Internet, inaugurant une véritable révolution. Il y avait aussi MySpace, un site de réseautage social fondé en 2003 et qui mettait gratuitement à notre disposition un espace web permettant de présenter des informations personnelles et d'ouvrir un blog. MySpace est aussi devenu une formidable ressource pour repérer quantité de nouveaux groupes de musique ou de DJ qui, eux, se faisaient connaître à l'échelle du monde. Il y avait aussi Messenger, le système de messagerie créé par Facebook et qui nous permettait facilement de dialoguer avec nos contacts. Il y avait aussi le fameux outil de recherche Google que tout le monde utilise. Avant Google, il y avait d'autres moteurs de recherche, mais pas aussi simples, conviviales et efficaces. Google a révolutionné notre façon d'utiliser Internet. Il y avait évidemment quantité de sites qui nous permettent d'accéder à des films en ligne. Il y avait, entre autres, la plateforme YouTube créée en 2005, Wikipédia, etc. Ce fut, pourrait-on dire, l'âge d'or de l'Internet. Par contre, la décennie des années 2000 a été marquée par la présidence de George Bush fils, surnommé W, qui a été à la tête des États-Unis de 2001 à 2008. C'est au début de sa présidence que sont survenus les tragiques événements du 11 septembre, en 2001. Les États-Unis ont alors rapidement riposté en envahissant l'Afghanistan, pays d'où avaient été fomentées ces attaques. Puis, ils s'en sont pris à l'Irak, sous le faux prétexte que ce pays disposerait d'armes de destruction massive, prétexte dénoncé vertement au Conseil de sécurité des Nations unies par le courageux ministre des Affaires étrangères français, Dominique de Villepin. En gros, la décennie des années 2000 a été dominée par un président incompétent jusqu'à ce qu'un vent d'espoir ne souffle avec l'élection de Barack Obama fin 2008. On pensait alors que prenait fin le règne du pire président des États-Unis, mais c'était ignoré que les Américains allaient faire pire encore. Troisième partie, les années 2010, la révolution des réseaux sociaux. En 1998, j'ai rédigé un reportage qui faisait alors rêver. Imaginez, des experts en télécommunications nous annonçaient qu'un jour prochain, nous allions disposer chacun d'un téléphone personnel. Plus besoin de demeurer à la maison ou au bureau pour communiquer par téléphone. On serait rejoignable en tout temps et de n'importe où et on pourrait communiquer avec n'importe qui où qu'il soit. Ce serait formidable, se disait-on. C'était l'annonce d'une révolution qui faisait rêver. Nous serions libérés de nos téléphones fixes. Toutefois,
Aucun spécialiste n'imaginait à l'époque qu'un jour, les gens se promèneraient sur la rue sans regarder où ils vont, le nez collé sur un petit écran. Encore moins pouvait-on s'imaginer que certains conduiraient leur automobile en ne regardant que leur cellulaire. Voilà qui était totalement inimaginable. Et plus bizarre encore, aucun spécialiste n'avait imaginé que plus personne ne téléphonerait. Nos téléphones allaient remplir une foule de fonctions, sauf celle de converser. Autre révolution inattendue. C'est dire à quel point notre monde s'est transformé extrêmement rapidement et d'une manière inimaginable, même aux yeux des experts. C'est, bien entendu, la transformation qu'a connue notre société à partir de la fin des années 2000 avec l'apparition des téléphones dits intelligents. De fait, en quelques années seulement, notre société a été totalement transformée par la combinaison de deux avancées technologiques. Les téléphones portables couplés aux réseaux sociaux, ce qui a donné lieu aux téléphones dits intelligents. La première étape de cette révolution a été la venue de Facebook. Ce réseau social a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg et ses camarades de l'université Harvard. D'abord réservé aux étudiants, Facebook est devenu accessible à tous à partir de septembre 2006. Rapidement, nous avons assisté à une révolution sociale. Cette plateforme avait ceci de révolutionnaire qu'elle nous permettait pour la première fois et de façon extrêmement facile de publier des messages, des images, des vidéos, de rassembler les personnes qui partagent un même intérêt, etc. En quelques clics, Facebook nous permettait de s'adresser à la planète entière, de tisser des liens et de se faire quantité d'amis. Et bientôt se sont ajoutés les textos et le chat. Puis, rapidement, dans les années 2010, une kyrielle de réseaux sociaux ont fait leur apparition, souvent de façon fulgurante. À commencer par Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Tinder, TikTok. Inutile d'en dire bien davantage, puisque vous savez aussi bien que moi de quoi il s'agit et dans quel monde nous vivons. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est d'une part le fait que la façon de vivre actuellement est très récente. Elle remonte à moins d'une quinzaine d'années. Étonnant de penser qu'il y a 15 ans, personne n'avait envisagé notre façon de fonctionner. Quand je déclare parfois dans certains balados que l'avenir est totalement imprévisible, on a là un formidable exemple. D'autre part, si notre façon de fonctionner actuelle n'existe que depuis une quinzaine d'années, c'est dire qu'elle pourrait tout aussi bien changer rapidement. Il ne faut donc surtout pas croire que ce qui existe aujourd'hui existera encore longtemps. On voit d'ailleurs que Facebook semble sur son déclin. Dans l'esprit des plus jeunes, c'est déjà un réseau ringard. Au Québec, on dit quétaine. C'est le réseau des vieux. De même pour Twitter, devenu X, et qui, dit-on, n'est qu'un réseau en pleine décadence. Bref, notre mode de vie, qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années, pourrait bien se dissiper tout aussi rapidement. Et ce, d'autant plus avec la venue fulgurante de l'intelligence artificielle. Mais quel pourrait être notre mode de vie dans 5 ou 10 ans? En tant qu'auteur d'un reportage sur les téléphones personnels, je ne me risquerai pas cette fois à lancer la moindre hypothèse. J'aimerais plutôt me risquer à faire une réflexion. Notre mode de vie a drastiquement changé ces dernières années avec la venue des téléphones dits intelligents. Le problème qui se pose, me semble-t-il, c'est que, comme tout le monde le constate, nos téléphones cellulaires accaparent quasiment tout notre temps. On passe ainsi des heures et des heures chaque jour sur nos cellulaires. Un ami me disait récemment « Désormais, je ne lis plus de livres car je n'ai plus de temps. » Mais à quoi consacre-t-il son temps? Ou plutôt, à quoi consacre-nous notre temps? C'est, selon moi, une question que l'on devrait se poser régulièrement. En fait, il n'y a pas de bonne réponse, seulement une réflexion à faire. Par exemple, si le dimanche soir, à la veille d'une nouvelle semaine de travail, je me demande à quoi ai-je consacré mon week-end. Et la réponse est « J'ai passé l'essentiel de mon temps à naviguer sur mon cellulaire. » Pourquoi pas? En fait, la question que l'on devrait se poser, à mon avis, suis-je satisfait? Suis-je heureux d'avoir passé l'essentiel de mon week-end sur mon cellulaire?
Même chose, à quoi consacrais-je mes soirées et mes temps libres? Si la réponse vous convient, pas de problème. Mais si vous vous dites, peut-être aurait-il été préférable que je fasse autre chose, sortir, voir des amis, sinon même remplir certaines obligations, car elles n'ont pas disparu pour autant. Alors, voilà qui pourrait être une réflexion utile à faire, me semble-t-il. Le mode de vie que nous avons adopté ces 10-15 dernières années n'a pas toujours existé. Est-il préférable à notre mode de vie d'antan? Devrait-on modifier notre mode de vie ou le poursuivre tel quel? Voilà les questions qu'on devrait tous et chacun se poser, me semble-t-il, de temps à autre. À quoi consacrons-nous notre temps libre? Perso, la question qui me vient à l'esprit suite à la préparation de ce balado est: si j'avais passé une grande partie de ma vie le nez collé sur mon cellulaire, n'aurais-je pas raté un certain nombre de coups de chance que la vie m'a offert? Ça me rappelle que, au moment de la fameuse éclipse du 8 avril 2024, dont on parle dans le balado 132, l'éclipse, l'expérience d'une vie, une dame qui nous accompagnait nous a relaté que son fils de 18 ans a préféré demeurer dans son sous-sol à jouer des jeux vidéo plutôt qu'à venir assister à l'éclipse. Peut-être a-t-il raté un formidable coup de chance. En terminant, permettez-moi de vous relater un dernier coup de chance qui m'est arrivé. C'était le 7 avril 2017. À la suite d'une chronique sur l'actualité spatiale que j'ai faite à l'émission du regretté Paul Hood, un auditeur prend contact avec moi. Et là, je cite textuellement. Cet auditeur m'adresse une suggestion. Avez-vous déjà songé à faire un podcast? Et moi de lui répondre, c'est une idée à laquelle je n'avais pas songé, d'autant plus que je n'ai aucune connaissance en la matière. Comment fait-on un balado? Ça pourrait être un nouveau média à explorer. Vous aurez sans doute compris que cet auditeur, c'est Mathieu Rancourt, avec qui j'ai amorcé le balado Voyage dans l'espace il y a bientôt 9 ans. Et comme on dit, le reste, c'est de l'histoire. Mais quel coup de chance j'ai eu, n'est-ce pas? Et depuis, j'essaie toujours d'être attentif aux coups de chance que me propose la vie et de les apprécier au moment où ils se produisent. Je vous en souhaite tout autant pour l'année qui s'amorce. Souhaitons-nous d'ailleurs que 2026 soit une bien meilleure année que 2025. Il faut dire que la barre n'est pas très haute. Tout ça pour dire, je vous souhaite une belle et bonne et heureuse année 2018 à tous et à toutes. Et le prochain balado, si je ne change pas d'idée entre-temps, devrait porter sur la mission Artemis 2 et la course à la Lune que se livrent les Américains et les Chinois. Remarquez que j'ai l'intention de faire coïncider ce balado avec la seconde mission Artemis, dont le lancement est actuellement prévu pour le 5 février. Toutefois, celui-ci pourrait très bien être décalé de plusieurs semaines, sinon même de quelques mois. Si c'est le cas, le balado le sera d'autant. Qui vivra donc. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle saison de Voyage dans l'espace. Et je peux déjà vous dire que mon carnet de sujets est déjà bien garni. Et n'oubliez pas, je suis toujours ravi d'avoir de vos nouvelles, d'apprendre à vous connaître et de recevoir vos idées et suggestions. N'hésitez donc pas à m'écrire à baladovde@gmail.com baladovde@gmail.com et on se retrouve dans 2 semaines.